Bonjour à tous, bienvenue. Alors, nous allons attendre, si vous permettez, 1 ou 2 petites minutes pour permettre à tout le monde de se connecter, puis on démarrera. Alors, j'ai déjà une main levée. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et voilà, on y répondra soit directement sur le chat, soit oralement. Merci aux participants gabonais et bonjour à nos confrères gabonais. Gabon, pays que je connais très bien pour y avoir travaillé. J'ai pris beaucoup de plaisir. Bienvenue à vous. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Bien, donc nous sommes, je pense que nous allons démarrer. Bon, de toute façon, il y a une partie introductive, ça permettra aux derniers connectés de le faire tranquillement. Donc, rebonjour à tout le monde. Je suis très heureux de co-animer cette session avec Farah donc dans le cadre du programme WIA, Open Training, en partenariat avec Inetom. Donc, je suis Atmani Alaoui, je suis directeur associé au sein de la branche consulting de Inetom pour l'Afrique, donc Inetom Consulting Africa. Juste pour vous parler en quelques secondes de moi, je suis consultant depuis une vingtaine d'années. J'interviens principalement auprès de comptes publics ou privés sur le Maroc et sur le reste de l'Afrique, sur les problématiques principalement de stratégie et de transformation digitale. Voilà, en termes de background académique, je suis ingénieur en travaux publics et j'ai également suivi un master à l'ESSEC en stratégie et ingénierie des affaires internationales. Farah, tu veux te présenter ? Bien sûr, bonjour à tous. Je suis Farah Raoni, manager au sein d'Inetam, branche Consulting Africa aussi. J'ai 10 ans d'expérience dans le conseil, principalement en stratégie publique et ingénierie financière. Et j'ai un background en finance et en management des villes et des territoires. Voilà. Bien. Je vois I can see some commentaries about the language. Yes, unfortunately, it's in French. So although both Farah and I could do it in English, but right now it's been planned in French. So very sorry for those who can't understand French. But don't hesitate if you need any more information to send us your questions by email. We'll be glad to answer them. Bien, écoutez, je vous propose sans tarder de démarrer. Donc, la présentation va se faire… Alors, avant d'entrer bien sûr dans la présentation, une petite présentation d'Inetom, que peut-être certains ne connaissent pas, ou en tout cas le terme Inetom est tout à fait nouveau. Inetom est anciennement le nouveau nom du groupe GFI, qui est une ESN, donc une entreprise de services numériques, agile et internationale. Nous sommes 27 000 collaborateurs dans 26 pays, parmi lesquels 6 pays africains. Donc, il y a le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et l'Angola.
Donc, nous réalisons un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros. Alors, Inetum, quelle est notre raison d'être? En fait, à l'ère de la post-transformation digitale, où le changement maintenant est devenu continu, incessant, nous aidons les entreprises et les institutions à tirer le meilleur profit de ce digital flow. Nous sommes mécènes de Women in Africa depuis 4 ans maintenant. Cette année, nous avons renforcé notre engagement en proposant ces webinars qu'on a appelés les Open Training pour sensibiliser la communauté WIA sur le digital. Voilà. Comme vous le savez, le digital maintenant prend une place très importante en Afrique. On le voit bien avec tous les projets d'entreprise qui candidatent à Women in Africa et qui sont de plus en plus digitalisés. Voilà un peu pour l'introduction sur Inetum. Je reviendrai sur nous assez brièvement aussi en fin de présentation parce que nous avons réalisé pas mal de projets dans le domaine des Smart Cities et nous avons une offre de service qui est assez complète dans ce domaine-là. Donc voilà, en toute fin de présentation, je reviendrai sur nous. Donc, la présentation va se dérouler en 4 parties. Une première sur les enjeux et les axes de développement des Smart Cities. Une deuxième partie sur les cas d'usage de Smart Cities. Alors, ce serait prétentieux de tous les présenter. On va dire que c'est une sélection de cas d'usage. Troisièmement, on verra les spécificités et les initiatives de Smart City pour ce qui est de l'Afrique. Et comme je disais, on finira avec un petit zoom sur Inetum en tant qu'acteur de l'écosystème Smart City. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. La chatroom est ouverte. Si vous êtes d'accord, on y répondra plutôt en fin de présentation. Voilà, donc on va essayer de tenir un timing. Là, il est déjà 16h07. Donc, on essaiera de tenir un timing pour finir autour de 16h45, un peu 16h40, 16h45. Pour laisser un peu de temps aux questions-réponses. Voilà, donc cette session sera co-animée entre Farah et moi. Et je passe donc la parole à Farah qui va déjà commencer par nous présenter cette première partie sur les enjeux et axes de développement des Smart Cities. Merci Atman. Alors, en termes d'enjeux, on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, les solutions intelligentes au service des villes apportent des réponses à la fois innovantes et efficaces aux principales contraintes causées par le mouvement d'urbanisation. Donc, comme vous le savez toutes et tous, nous connaissons un mouvement d'urbanisation de plus en plus intense. D'ailleurs, des études ont démontré qu'à l'horizon 2050, 70% de la population habitera dans une zone urbaine, malgré malheureusement la persistance de quelques contraintes d'accès, notamment aux services de base. Typiquement, au jour d'aujourd'hui, 30% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. Donc, je pense que ce pourcentage devrait être plus élevé en Afrique, mais malgré ces contraintes, les villes restent et resteront toujours le poumon économique des nations. Donc, à titre d'illustration, 750 villes représentent 60% de la création de richesses dans le monde. 140 villes représentent 45% du PIB européen. Donc, c'est une création de richesse qui, malheureusement, reste très, très consommatrice d'énergie et de ressources naturelles et demeure très impactante en termes d'écologie. Comme on peut le voir ici, elle consomme 75% des ressources mondiales en énergie et émet 80% du gaz à effet de serre dans le monde. Sans parler du manque à gagner qui est dû au trafic, à la circulation. À titre d'exemple, rien qu'en France, les embouteillages et la circulation va coûter 350 millions d'euros à l'horizon 2030. Donc, il s'agit des coûts liés au carburant, au manque à gagner des employés qui sont bloqués dans les embouteillages. Du coup, les Smart Cities permettent de répondre à ces enjeux-là et plus précisément à 4 objectifs principaux. Donc, ces objectifs, ils sont aussi bien orientés citoyens que collectivités.
Donc, plus précisément, au niveau du premier objectif, c'est celui de la maîtrise des coûts et des budgets. Le recours à des technologies innovantes permet au jour d'aujourd'hui de réduire la consommation en ressources, que ce soit l'énergie, l'eau ou le transport. Mais elle permet aussi de réduire les coûts de gestion à travers une automatisation ou une digitalisation des services qui permet une allocation plus optimisée des ressources humaines. Donc, typiquement, quand on digitalise un service, les personnes qui s'occupaient de ce service peuvent être allouées à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et puis aussi, elle permet d'optimiser les investissements, donc, que ce soit en infrastructure ou en solutions, parce qu'on va disposer de la data qu'il faut pour pouvoir mieux planifier ses besoins et ses priorités. Donc, en termes d'impact environnemental, les solutions innovantes nous permettent de minimiser notre impact sur l'environnement et de mieux promouvoir le développement durable. Tout d'abord, à travers une maîtrise du trafic automobile, et le recours à la mobilité verte, ce qui nous permettra de réduire progressivement ces 80% d'émissions en gaz à effet de serre. Ça permet aussi une gestion plus optimisée des ressources et des infrastructures qui consomment l'énergie électrique, qu'elle soit polluante ou verte. Donc, ça rejoint un petit peu le point sur la maîtrise des coûts, parce que la technologie intelligente permet un double impact financier et écologique, on le verra tout au long de la présentation. Et puis aussi, ça permet de mieux maîtriser l'assainissement et la dépollution, la gestion des déchets et le recyclage des déchets. Donc, en termes d'attractivité et de bien-être, donc, les Smart Cities améliorent significativement le niveau de satisfaction des citoyens et des usagers, tout simplement parce que déjà, en ayant un service optimisé et digitalisé, on améliore, on est plus efficace dans notre action et puis on améliore la qualité du service public. On va avoir un service public qui va être plus disponible, qui va être plus rapide, mais aussi plus compréhensif et cohérent entre les agglomérations. Et puis, on augmente aussi la proximité avec les citoyens à travers la communication transparente et en temps réel, que ce soit sur les événements, sur les réussites, mais aussi sur les problématiques locales. Donc, ça permet de créer une certaine cohésion sociale et ça permet aussi de donner un réceptacle qui permet de dynamiser la communauté autour de ces solutions-là. Donc, en termes d'attractivité économique et touristique, l'amélioration de la qualité de l'offre de divertissement, par exemple, le fait de donner des informations sur les temps d'attente dans les musées ou dans les monuments, le fait de proposer des circuits touristiques qui soient optimisés en fonction de la cible, que ce soit des familles, que ce soit des jeunes adultes, ou alors en fonction du temps, si on a 1 heure ou plusieurs heures. Donc, tout ça, c'est des objectifs qui doivent être, auxquels répondent les technologies de Smart Cities. Donc, si on se positionne au niveau des collectivités, c'est la slide suivante, ces principaux objectifs rejoignent un petit peu les principales préoccupations des collectivités. On a pris ici l'exemple de la France parce qu'une étude a été faite, mais c'est des données ou des informations qui peuvent être généralisées à toutes les collectivités, à toutes les agglomérations urbaines. Donc, si on liste l'ensemble des projets Smart City qui ont été déployés au niveau des villes en France, on constate que les projets relatifs à l'efficacité énergétique, donc on voit ici à l'éclairage et à la mobilité, représentent à peu près 70% des projets déployés. Donc, avec un retour sur investissement très, très important dans tout ce qui est projet de mobilité et d'éclairage, tout simplement en raison du rapport investissement sur un gain économique. Ça permet aussi d'identifier les premières pistes ou les premiers projets Quick Win à déployer dans la démarche Smart Cities. Donc, à un premier temps, peut-être privilégier ces projets-là qui sont les plus rentables économiquement à moyen terme. Et puis aussi, si vous le voyez ici dans le graphe à gauche, ce sont les axes qui sont les plus cohérents avec les axes prioritaires des collectivités en matière de politique de Smart City.
Donc voilà, si on part de ces enjeux-là et de ces contraintes, et si on avait à modéliser un petit peu ou à synthétiser les solutions de Smart Cities, sachant que, entre parenthèses, au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas une méthodologie ou une classification figée des solutions Smart Cities ou de son déploiement. Donc, c'est vraiment des concepts qui se regroupent ou qui se déversent dans les 4 catégories qu'on va vous présenter, à savoir l'axe mobilité, l'axe eau et déchets, l'axe énergie intelligente et l'axe e-administration. Donc, on rentrera dans les détails dans les cas d'usage juste après. Donc, en commençant par la mobilité intelligente. Donc, la mobilité intelligente reprend 2 principales catégories. Une première catégorie d'optimisation des transports. Donc, là-dedans, on parlera d'optimisation de l'offre de transport existante. Et puis ensuite, on introduira de façon assez progressive les concepts ou les systèmes de mobilité verte. Donc, dans l'optimisation des transports, en un premier temps, il s'agira d'assurer un suivi des flux des usagers, des capacités, une détection des boulots d'étranglement. Donc, c'est la remontée d'informations et l'analyse de la data sur les flux et les circuits. Donc, c'est une data qui va servir à mieux planifier les investissements et à mieux proposer les plans de transport communs. Un axe routier qui est très fréquenté, on va proposer peut-être un dédoublement de la voie ou une augmentation de la fréquence des transports en commun. Ça permet aussi de mieux gérer les événements exceptionnels. Donc, par événements exceptionnels, on entend festival, manifestation, tout événement qui va perturber un petit peu les flux des usagers. Et donc, en ayant une solution intelligente, on pourra réorienter les flux ou réorienter les transports vers des axes un peu plus fluides. Donc, et aussi, surtout pour moi, l'un des aspects les plus intéressants, c'est l'optimisation des trajets multimodaux des usagers. Un exemple que j'aime bien, c'est celui d'un citoyen qui va atterrir à l'aéroport à proximité de sa ville. Et puis, en fonction de sa destination, une application lui proposera la meilleure combinaison de moyens de transport et de stations d'arrêt en tenant compte de ses contraintes. Donc, si un citoyen a une contrainte financière, il ne proposera pas forcément le trajet le plus court, mais le trajet le moins coûteux, et inversement s'il a une contrainte de temps. Il y a aussi un aspect de stationnement intelligent. Donc, c'est déjà ces deux volets. Déjà identifier les parkings ou les places de stationnement les plus proches de la destination du citoyen. Et enfin, le renseigner en temps réel sur la disponibilité de place au sein de ce parking ou de cette artère. Ça permet aussi d'assurer ou d'organiser le covoiturage, donc la mise en relation d'usagers qui souhaiteraient mettre en commun leurs moyens de transport. Donc, c'est des solutions qui peuvent vraiment de mise en relation directe des usagers. Donc, ça, c'est tout ce qui est optimisation des transports tels qu'on les connaît depuis quelques décennies. Et puis, avec l'introduction de la mobilité verte, il y a de nouvelles. Comme il s'agit d'un nouveau concept ou d'un nouveau mode de transport, il s'agit de vraiment bien concevoir et bien le mettre en place, déjà par une planification de l'infrastructure, principalement les bornes de chargement. C'est de dire sur une ville donnée, voilà où est-ce qu'il faut positionner les bornes de chargement en fonction des flux, en fonction du réseau électrique, en fonction de l'existence ou non de sources d'énergie décarbonisées ou green. Puis aussi de mettre en partage des moyens de transport comme des voitures, des vélos ou des trottinettes qu'on voit de plus en plus fréquemment dans les grandes villes, principalement européennes. Et puis aussi, ça permet aussi de mettre en place le principe de charge intelligente. Donc, c'est un concept très, très intéressant qu'on va avoir dans les exemples juste après. En gros, c'est une gestion plus optimale la plus optimisée possible de la charge qui permet de préserver la batterie des véhicules, de préserver l'écologie et d'optimiser les coûts de chargement.
Dans les exemples qu'on a sélectionnés pour vous, on a un premier temps, on voit la solution Stone Mobility qui a été déployée à Issy-les-Moulineaux en 2017. Donc, c'est une solution qui permet le stationnement intelligent à travers. Donc, c'est vraiment une solution multi-usage qui a plusieurs fonctionnalités. La première, c'est le stationnement intelligent. Donc, il y a des capteurs qui ont été positionnés au niveau des parkings et au niveau des places de stationnement qui permettent d'avoir un accès à l'offre de stationnement qui existe en temps réel. Et puis, à mettre en partage les voitures et les vélos électriques. Et bien évidemment, une offre de covoiturage à travers un paiement mobile, donc sans contact. Ça a été déployé par un consortium selon le concept Mobility as a Service, donc qui voit la mobilité comme un service optimisé. Voilà, au niveau de l'agglomération ici les Moulineaux. Un deuxième exemple, un deuxième cas d'usage est celui d'électrifique. Donc, ça a été déployé en 2013 et il s'agit ici de l'une des solutions celles qui ont été déployées à plus grande échelle. Donc, au niveau de l'Europe, dans plusieurs pays européens, qui a été financé en partie par l'Union européenne. Donc là, c'est une solution, ce qu'on appelle le Vehicle to Grid ou le Smart Charging. Alors, le Smart Charging, c'est une technologie donc, qui permet aux usagers d'avoir le meilleur chargement au meilleur moment et selon les meilleurs coûts. C'est-à-dire que vous connectez votre véhicule électrique au réseau de bornes de chargement via une application. Vous faites rentrer vos trajets quotidiens ou hebdomadaires ou mensuels en fonction de votre niveau de planification. Et cette application-là va vous proposer les bornes de chargement qui vous proposent donc un temps optimisé de chargement dans des moments de creux d'utilisation du réseau électrique avec les bornes les plus écologiques possibles et selon vos besoins de chargement. Typiquement, si votre véhicule reste à l'arrêt pendant quelques heures, il va vous proposer un chargement plus lent qui va préserver votre batterie. Donc, c'est vraiment du win-win institutionnel, réseau et usager. Donc, il a été déployé en 2013 par un consortium d'industriels au niveau de plusieurs pays européens. Voilà, je vois déjà quelques questions qui commencent à tomber. Peut-être en profiter pour y apporter quelques éléments d'éclairage. Une première question sur le Covid, avec une remarque en mode covoiturage en période de Covid. Smiley, entre guillemets, effectivement, le Covid apporte énormément de contraintes. Néanmoins, la Smart City ou le digital, généralement, est une vraie réponse aux contraintes induites par le Covid. Peut-être que sur la mobilité, le covoiturage, bien évidemment, ce n'est pas forcément la première chose qui vient en tête en période de Covid, mais typiquement, j'ai vu quelques remarques dans le chat, typiquement les mises à disposition de vélos partagés, de véhicules partagés, c'est une solution. Ça ne peut être fait que via des techniques Smart City et du digital. Le Smart City, on le verra tout à l'heure, c'est aussi tout ce qui est e-administration, donc dématérialisation des procédures pour éviter justement que les citoyens, les habitants viennent faire la queue ou se retrouver dans des administrations et traiter les démarches à distance. C'est du Smart City également, c'est le développement du télétravail. Voilà, donc tout ça, bien évidemment, ce sont des réponses très concrètes aux problématiques induites par des épidémies comme le Covid ou d'autres d'ailleurs, parce que ce n'est pas la première fois qu'arrivent des épidémies comme ça, bien que cela soit à une plus grande échelle. Un autre point de la part d'un participant gabonais qui met le doigt sur une contrainte très importante, c'est la contrainte des infrastructures numériques. Donc, il travaille dans le domaine de la promotion des startups au Gabon et il me dit, oui, mais comment on fait pour développer le digital ou le smart city dans un pays ou dans le rural ou dans les régions reculées, on n'a même pas accès à Internet. Tout à fait, ça c'est une vraie problématique.
C'est vrai qu'en Afrique, on en parlera tout à l'heure, on a encore un vrai retard en termes d'équipement d'infrastructure numérique. Euh, Déjà, le téléphone fixe est peu développé, encore moins la fibre optique. Voilà, bon, la 3G, la 4G commence un peu à se développer, mais il y a effectivement un vrai sujet sur les infrastructures numériques sur lesquelles il faudra effectivement apporter des solutions si on veut pouvoir booster ça. Mais c'est effectivement un point très important, la généralisation des infrastructures numériques avant de pouvoir parler de développement d'applications. C'est une remarque tout à fait pertinente. Voilà, je voulais juste apporter ces précisions. Merci, Asman. Très bien. Donc, on enchaîne sur le deuxième axe, sur la deuxième composante qui est celle de l'eau et des déchets. Donc, en termes de gestion d'eau et d'assainissement, les solutions intelligentes permettent une meilleure planification, meilleure gestion des réseaux et des infrastructures, toujours selon la même logique que celle de la mobilité. Le fait de recueillir des données sur les flux, sur les réseaux, sur les consommations, ça permet de mieux planifier et de mieux positionner ces réseaux et ces infrastructures. Ça permet aussi d'assurer une meilleure maintenance, une meilleure détection des pertes. À travers des capteurs au niveau des points de branchement, on pourrait détecter les fuites ou les baisses de débit pour pouvoir identifier les niveaux d'intervention des réparations. Et puis aussi, ça permet d'assurer des économies de consommation en eau par les citoyens et l'administration. Je pense que l'un des exemples les plus parlants est celui donc il y a une solution qui permet des capteurs qui permettent de capter la pluie et quand il pleut, les arroseurs automatiques s'arrêtent. Donc ça, c'est un exemple de réduction de consommation en eau. Et puis en industrie, ça permet aussi de mieux promouvoir les pratiques vertes pour les industries qui sont en périmètre urbain, en périurbain, assimilés à la ville. Donc, en termes de gestion des déchets, là, les technologies nouvelles peuvent intervenir au niveau de toute la chaîne de valeur, en commençant par le tri sélectif. On verra une solution tout à l'heure qui est assez intéressante, qui a été déployée à Marseille. Donc, c'est vraiment des capteurs au niveau des poubelles, des applications d'encouragement du tri sélectif. Il y a aussi l'optimisation des tournées de collecte à travers justement ces capteurs qui permettent d'avoir le niveau de remplissage et donc d'optimiser les trajets d'intervention des véhicules de collecte. Ça permet aussi d'optimiser le traitement et le recyclage en remontant des données, en gérant au mieux les flux par type de matière ou par type de déchets. Et aussi et surtout le signalement et les demandes d'intervention corrective si jamais il y a des problèmes au niveau d'une certaine agglomération, s'il y a plus de déchets que possible, s'il y a de la pollution dans une zone, ça pourrait être très utile si c'est une application qui est connectée au service public. Donc en termes d'illustration, donc il y a un exemple très très intéressant développé au niveau de plusieurs villes françaises. Donc c'est une solution qui a été développée en 2017 et donc qui recueille une cartographie très détaillée de tous les réseaux des villes, donc du réseau d'eau, d'assainissement, d'électricité, gazoduc, donc tous les réseaux au niveau de la ville, des capteurs au niveau des infrastructures, et puis un centre de gestion, de télégestion, de supervision de ce réseau-là. Donc, à quoi sert cette cartographie? Elle sert déjà à mieux assurer une meilleure maintenance, une maintenance optimisée de ces infrastructures-là. Donc, on peut savoir quand il y a des pertes de débit, on peut identifier les grands crus en période d'inondation et donc soit d'orienter le flux des matières ou d'intervenir en cas de panne, en cas de casse. Et puis surtout, informer les citoyens, les usagers à proximité de ces niveaux, de ces lieux d'intervention. Typiquement, s'il y a une inondation et qu'on doit couper le courant pour intervenir au niveau d'une rue, c'est prévenir tous les citoyens, tous les usagers de cette rue en leur disant, écoutez, il va y avoir une coupure de 15h à 19h et voilà pourquoi.
à Donc, fait. vraiment, c'est une meilleure communication. Je te passe la parole, Asman. Oui, pour moi, c'est un exemple assez intéressant parce qu'il est assez représentatif des techniques de Smart City. Bon, là, en l'occurrence, c'est dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, mais c'est tout à fait transposable et transposé parce que ça existe dans d'autres domaines, au niveau de l'électricité, au niveau des transports, au niveau même de la gestion de la sécurité des mouvements de foule, etc. C'est vraiment ce concept d'avoir un centre de contrôle centralisé avec un système d'information qui donne une cartographie complète des réseaux de la ville, que ce soit des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité, des réseaux de lampadaires, des réseaux de transport, vraiment tout avec des couches cartographiques qui peuvent se superposer, qui font qu'on a vraiment une vision en 3 dimensions de la ville, tout réseau confondu. Et ça permet de gérer aussi bien le prédictif que le correctif. Euh, Parce que ça permet de planifier quand on planifie les réseaux, leur saturation, les besoins d'intervention, de maintenance prédictive, que le correctif, c'est-à-dire la gestion des incidents dans lesquels on a besoin d'une intervention rapide, coordonnée et en même temps préparée, même si elle est faite à la dernière minute, mais elle doit être quand même préparée. Donc typiquement, là, dans ce cas précis, donc c'est Veolia qui a développé ce système, les interventions, quand elles sont déclenchées, pendant que l'équipe d'intervention est prête à partir, l'opérateur en centrale, il va aller regarder, typiquement via des techniques de Street Map, de Street View, pour voir dans la rue en particulier, est-ce qu'il y a des obstacles particuliers ou des contraintes particulières qui pourraient exiger l'intervention d'une équipe spécialisée ou d'une grue ou d'un équipement particulier pour éviter de découvrir ce genre de contraintes une fois sur place et ainsi de perdre du temps. Voilà. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est tout à fait transposable à d'autres domaines. Et la composante intéressante aussi, c'est la composante dont tu as parlé, Farah, qui est l'information des usagers. On l'a tous vécu. Il n'y a pas pire que de se retrouver avec une coupure d'eau, coupure d'électricité ou autre sans savoir pourquoi et surtout sans savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc là, c'est des techniques qui permettent de savoir prévoir combien de temps va prendre l'intervention et surtout en temps réel de pouvoir informer les usagers, soit via des informations sur site web ou sur des applications, voire même par des SMS, pour dire, bon, voilà, il y a une intervention ou un incident dans votre quartier, dans votre rue, dans votre ville, qui est en cours de résolution. L'intervention est prévue pour 2 heures et les choses devraient revenir à la normale à 18 heures, par exemple. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est un irritant, comme on dit maintenant, un irritant pour tous les citoyens, pour tous les habitants, les usagers des villes, de ne pas avoir d'informations et c'est une manière d'y répondre. Très bien, merci Asma. On a reçu une question sur l'association des sociologues pour pour le changement des comportements. C'est une excellente question. Je pense que pour tout ce qui est services, digitalisation des services ou amélioration des services, la conduite du changement ou le changement des comportements va se faire de façon assez intuitive et assez rapide. Tout le monde aimerait avoir accès à l'information si le bus arrivera à l'heure ou si le train nous permet d'arriver à l'heure. Par contre, effectivement, dans tout ce qui a trait au tri, à la gestion des déchets, au changement des comportements, il faut absolument associer ces nouvelles technologies, ces nouvelles propositions à une conduite du changement, que ce soit au niveau des gestionnaires dans les collectivités qui vont, eux, gérer les applications, gérer les infrastructures, ou au niveau des usagers, donc via des campagnes de sensibilisation, de communication, des hotlines, donc toute une panoplie de mesures qui va permettre d'accompagner le lancement d'une nouvelle technologie ou d'un changement de comportement qui va changer un petit peu comment est-ce qu'on fait les choses au jour d'aujourd'hui. Donc, on enchaîne sur voilà, un deuxième exemple qui est l'un de mes préférés sur la gestion des déchets. C'est une idée toute simple. C'est une très bonne transition par rapport au point sur la psychologie, la sociologie. C'est comment incentiver les citoyens à s'impliquer dans des tâches citoyennes qui est en l'occurrence là le tri sélectif. Exactement. Donc, dans la région de Marseille, un projet a été initié en 2018. Donc pour encourager les citoyens à recycler le verre, donc ils ont mis en place des centres de tri avec un boîtier communicant, une application téléphonique. Donc les personnes se connectent à l'application, déposent
leur verre à recycler et puis collectent des points qui leur permettent d'avoir des bons d'achat ou d'avoir des bons de réduction au niveau des commerces de proximité. Donc, c'est une façon très intéressante d'incentiver les citoyens pour qu'ils collectent et les résultats ne se sont pas fait attendre. Donc, au niveau de 130 conteneurs, on compte 5000 tonnes de verres supplémentaires collectés. Donc, c'est un excellent projet, un projet pilote qui peut être déployé assez rapidement dans plusieurs villes. Donc, ce qui nous ramène à notre troisième axe, qui est l'énergie intelligente. Donc là, comme pour la mobilité intelligente, donc on parlera d'abord d'optimisation et d'efficacité énergétique avant d'introduire progressivement les énergies renouvelables. Donc là, il s'agit pour l'efficacité énergétique donc de mieux gérer les installations et les équipements publics à travers une meilleure planification des besoins en énergie, à travers l'introduction progressive des bâtiments intelligents. Donc, c'est des bâtiments qui sont dotés de capteurs qui leur permettent de détecter le niveau de soleil ou le niveau de lumière pour adapter la luminosité artificielle, ce genre de choses. Donc, c'est aussi la mise en place d'un smart grid. Donc, un smart grid, c'est un réseau électrique qui gère les pics de consommation et qui bascule en énergie renouvelable ou durable en fonction des pics et en fonction de la disponibilité en énergie durable. Et ça permet aussi de mettre en place là aussi un niveau de tarification qui peut être un petit peu innovant, toujours dans la conduite du changement et le changement de comportement, c'est de proposer à des particuliers ou à des entreprises ou des administrations une tarification énergétique intelligente qui les encourage à consommer de l'énergie verte. Donc, plus leur taux de consommation verte est élevé, plus leur facture sera moins intéressante ou moins ils paieront d'impôts. C'est vraiment des incentives financiers pour pouvoir amener les gens vers l'énergie renouvelable. En termes d'introduction des nouvelles énergies, des nouvelles sources d'énergie, c'est développer progressivement les sources renouvelables dans les villes à travers déjà une optimisation de leur emplacement. On parle là d'un concept de cadastre solaire. C'est identifier les bâtiments qui ont des toits dégagés pour y installer des panneaux photovoltaïques avec des batteries de stockage. Et ça permet aussi de mettre en place des capteurs qui permettent le monitoring dynamique de la performance écologique. Donc, on peut en temps réel suivre le niveau de recours à l'énergie renouvelable et au niveau de pénétration de cette énergie-là dans la consommation d'une agglomération. Tout à fait, j'ai une petite précision sur les smart grids. Dans le contexte africain, c'est vraiment quelque chose de très important. Même si on sort du smart city et qu'on parle de smart village peut-être, parce que pour certains villages parfois un peu reculés et qui ne peuvent pas être connectés au réseau électrique parce que c'est trop loin et que ça coûte trop cher, eh bien les solutions de smart grid et de microgrid, donc microgrid c'est un micro-réseau électrique, concrètement c'est des panneaux solaires qui permettent d'alimenter quelques habitations avec un système intelligent qui permet de gérer au mieux la faible puissance qui peut être fournie par ce réseau-là. Donc, c'est tout à fait transposable également dans un contexte rural et c'est des solutions qui sont économiques et qui sont en vérité, si on y réfléchit bien, dans certaines régions reculées, peut-être les seules solutions pour pouvoir véritablement électrifier certaines régions africaines à des horizons relativement court terme. Tout à fait. Donc, on a ici une illustration, le EasyGrid, qui a été initié en 2011. C'est l'un des tout premiers projets de technologie intelligente au service des villes. Là, ils ont tout simplement installé des panneaux photovoltaïques au niveau des toitures des bureaux et des logements avec des batteries de stockage qui ont été offertes par des industriels ou achetées au niveau des fournisseurs. Et cet équipement-là a permis d'éclairer l'agglomération avec un éclairage planifié en fonction des heures, en fonction des saisons, des circulations, avec une installation d'un smart grid
de ce quartier-là. Donc, ça rejoint un petit peu l'intervention de Asman de tout à l'heure, qui est de dire c'est vraiment un projet à taille, à échelle moyenne, on va dire. Donc, on peut le dimensionner en fonction de l'agglomération, en fonction des budgets, en fonction des besoins aussi. C'est un projet intéressant, parce que ça a été parmi les tout premiers projets de cette nature-là. Donc, ça a démarré au début des années 2010 et ça a été fait dans un esprit de collaboration entre la ville, entre les entreprises qui occupent ces bâtiments-là et les citoyens. Donc, c'est un bon exemple également d'écosystème d'innovation dans ce type de problématique. On en reparlera tout à l'heure. On va peut-être accélérer un petit peu parce que je regarde, il est 16h40. Donc, si on peut avoir le temps de garder quelques minutes à la fin pour les questions, on va avancer un petit peu. Très bien. Donc, on passe à un autre projet plus récent qui a été développé en 2019 en Australie. C'est vraiment l'équipement en lampadaire intelligent connecté à un réseau électrique green avec une généralisation du LED et une application d'aide à la maintenance. Donc, on parle là d'une réduction, un objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre et une économie d'énergie de 47% à terme. Et juste pour revenir un peu, j'ai une question, j'ai une réponse assez rapide sur le projet ici. Donc, le budget, on a cherché, il était de 2 millions d'euros, mais il y a eu énormément d'équipements qui ont été offerts par des industriels ou par des partenaires. Voilà. Il y a une petite question par rapport à l'énergie renouvelable, existe-t-il un dialogue entre les précurseurs des projets Smart City et les gouvernements, compagnies d'électricité privées par rapport à la réduction des coûts et le choix libre de l'usage de l'énergie solaire, par exemple? Effectivement, c'est une question très pertinente qui touche à la régulation du secteur électrique. Alors, bon, bien sûr, ça dépend des pays. En vérité, pour ce qui est de l'usage des énergies renouvelables et notamment du solaire, c'est relativement libre, entre guillemets, de faire des usages quand c'est des usages qui sont propres, c'est-à-dire pour votre propre maison, pour votre chauffe-eau solaire ou pour des kits solaires qu'on verra tout à l'heure. Ça ne pose généralement pas de souci. De ce que j'ai observé dans beaucoup de pays où il y a avec de la coopération internationale, il y a aussi des programmes qui commencent en termes de microgrid, comme je disais tout à l'heure, pour commencer à mettre également des mini-centrales solaires pour pouvoir électrifier des petits villages. Après, là où ça commence à devenir plus compliqué, c'est une libéralisation de l'usage des énergies renouvelables. Ça, chaque pays a une réglementation qui régit ça et qui fait que tant que c'est de la consommation à usage propre, entre guillemets, généralement, ça ne pose pas de souci. Mais dès qu'on rentre dans des échelles industrielles ou dans des reventes d'énergie produite grâce à ces énergies renouvelables, là, ça nécessite une adaptation du cadre réglementaire. Voilà, donc ça a commencé typiquement au Maroc, on a eu une nouvelle loi sur les énergies renouvelables qui permettent à certains industriels de produire de l'énergie renouvelable dans certaines conditions avec un système de revente au transporteur national avec des tarifs bien fixés. Mais ça, c'est dès qu'on sort de l'échelle entre guillemets artisanale ou d'usage individuel, ça nécessite effectivement une adaptation du cadre réglementaire. Très bien, donc on passe au dernier axe qui porte sur le e-gov ou le e-administration. Donc là, on a deux principales composantes. La première, c'est par rapport aux démarches administratives. La deuxième, par rapport à la communication ou l'animation de la communauté. Donc en termes de démarches administratives, on retrouve les concepts assez connus aujourd'hui de dématérialisation des démarches vis-à-vis des particuliers et des entreprises. Donc par rapport aux événements de vie des particuliers et par rapport au niveau de développement des entreprises. Il y a aussi la composante de mise à disposition des usagers, des citoyens et des entreprises de toutes les données collectées au niveau de l'agglomération pour pouvoir alimenter les observatoires et accompagner la recherche et l'analyse des data.
Puis, au niveau de la communication avec les habitants, donc tout ce qui a trait à l'information en temps réel, des événements, des événements graves ou exceptionnels, à la consultation citoyenne, que ce soit dans le cadre de forums, dans le cadre d'applications mises à leur disposition. Et enfin, la sécurité et la vidéosurveillance qui va falloir euh, concevoir avec, enfin, verrouiller au maximum pour pouvoir assurer à la fois la sécurité des citoyens et le respect de leur vie privée. Donc, par rapport à ce volet, je sais qu'il y a une, Il y a un open voilà. training avec Brice Desmogés, donc notre confrère Brice Desmogés, vous aurez un open training spécialement sur là, notamment tout ce qui est gouvernement et administration, donc vous aurez beaucoup plus de détails sur ce sujet-là, on ne va pas trop s'attarder dessus. Très bien. Mais on ne s'attarde pas trop dessus là, mais c'est quand même un axe très, très important des smart cities, parce qu'on ne peut pas envisager une ville intelligente si la relation entre l'administration et les administrés n'est pas fluide. Donc, c'est vraiment un axe très, très important, notamment en termes d'attractivité des touristes, d'attractivité des investisseurs, d'attractivité des entrepreneurs. C'est absolument fondamental que les opérations, que les procédures soient dématérialisées et simplifiées. Bien, donc on entre dans la partie relative aux Smart City en Afrique. Donc, effectivement, dans tous les exemples qu'on a vus, les concepts sont universels, mais les applications et les use cases sont spécifiques à chaque pays, à chaque ville. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'exemples qui sont des exemples en France, en Australie, enfin, national. L'Afrique en elle-même a des contraintes particulières dont il faut tenir compte. Alors, en Afrique, nous avons des faiblesses supplémentaires par rapport à nos amis occidentaux ou internationaux. Nous avons déjà des transports en commun qui sont très faibles, pour ne pas dire quasi inexistants dans certaines villes. Nous avons un parc automobile qui est relativement vétuste et polluant. Nous avons des réseaux utilities qui ne sont pas encore généralisés. En tout cas, dans les grandes villes, généralement, ça va à peu près, mais dès qu'on sort un peu de ces grandes villes, c'est compliqué en termes d'électrification, de réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement et même de téléphonie fixe. Ça reste vraiment, les taux d'équipement restent faibles. Nous sommes également un continent qui a un taux de bancarisation qui est faible. C'est-à-dire, on a tendance à dire que les Africains auraient du mal finalement à faire du télépaiement. En tout cas, si on reste sur les modes classiques de télépaiement par carte ou par moyen bancaire. Et également, nous avons le problème de la persistance de l'habitat précaire et insalubre avec tout ce que ça engendre comme problématique d'insalubrité, les problématiques de connexion au réseau, etc. Alors, en plus de ces faiblesses, on a des contraintes dont il faut qu'on tienne compte. Le fait que la croissance démographique est très importante et l'exode rural s'accélère. Donc, ça veut dire que les villes africaines vont, dans les prochaines décennies, et elles le sont déjà, rencontrer des gros challenges en termes d'absorption de cette nouvelle population. Et nous avons aussi des moyens financiers qui sont faibles. Voilà, donc l'équation, elle est un petit peu compliquée. Entre ces faiblesses et ces contraintes, arriver à se développer, c'est vraiment pas une équation simple à gérer. Alors, il y a quand même des opportunités. Dans les opportunités, nous avons d'abord la forte pénétration du mobile. On n'est peut-être pas très bancarisé en Afrique, mais on est très attaché au smartphone, ou en tout cas au téléphone. D'ailleurs, le taux d'équipement est supérieur à 100%. Donc ça, c'est assez impressionnant en Afrique. Beaucoup de gens ont 2 ou 3 numéros de téléphone. Nous avons une population qui est jeune et qui est de plus en plus connectée, de plus en plus, une facilité d'utilisation des nouvelles technologies. Nous avons des talents locaux dans le domaine du digital. Alors certes, on ne produit pas suffisamment d'ingénieurs, mais on en produit quand même. Et ce sont des ingénieurs qui ont vraiment des talents intéressants et des expertises dans le domaine du digital, donc qui sont tout à fait capables de produire de la R&D locale. Alors, j'ouvre la parenthèse sur malheureusement l'exode de nos cerveaux.
Mais justement, les smart cities et la qualité de vie dans nos villes est vraiment un enjeu primordial pour retenir ces talents-là. C'est indispensable pour limiter cet exode-là, d'avoir des villes qui sont agréables à vivre et dans lesquelles finalement on arrive à trouver le confort ou les opportunités qui font que bon, on a moins envie d'aller s'expatrier. Donc quelque part, c'est un peu tout ça est lié. Et nous avons également une opportunité qui est le coût décroissant de la technologie. Donc les smart cities s'appuient beaucoup sur des équipements et des solutions. Ces équipements et solutions ont des coûts qui décroît avec le temps, et ça, c'est un avantage en termes d'importance des investissements à faire pour ces coûts. Donc, je suis tenté de dire, au vu de ces éléments-là, que le Smart City aujourd'hui, c'est le levier limite incontournable d'émergence des pays africains, parce que c'est l'élément clé dans l'amélioration de la qualité de vie, et ce sont des projets qui ont un niveau de ROI, de retour sur investissement, qui est considérable, parce qu'avec des technologies qui peuvent paraître compliquées techniquement, mais qui en termes d'investissement peuvent parfois être pas si chères que ça, on peut obtenir vraiment des résultats très, très importants. Voilà. Comme, je reprends l'exemple rapidement de l'adduction d'eau potable. Ben, si avec des systèmes digitaux et intelligents, on arrive à mieux utiliser l'eau potable, ben, ça veut dire qu'on réduit les besoins en investissement, parce que les investissements dans les infrastructures d'eau potable sont vraiment excessivement importants. Alors, Smart City, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour l'Afrique, ça existe. Il y a des initiatives qui ont été menées depuis bien longtemps en Afrique. Là, on en a quelques-unes. Au niveau du Ghana, donc, il y a en 2015 la mise en place d'un cadastre numérique avec l'utilisation de la technologie blockchain pour sécuriser les titres de propriété. Donc, ça a été fait avec une start-up qui s'appelle Bitland. Donc, ça, c'est l'un des usages très intéressants de la technologie des blockchains. Au niveau du Rwanda, dans tout ce qui est e-administration, il y a le portail irembo.gov dans lesquels ont été dématérialisées une énorme partie des procédures administratives rwandaises. Alors certes, c'est au niveau national, mais c'est tout à fait représentatif aussi de ce qui peut être fait en termes d'administration locale dans les villes et les smart cities. En Côte d'Ivoire, il y a le projet d'implémentation de compteurs connectés, donc c'est un peu dans la thématique des smart grids, qui permettent de gérer les abonnements et de gérer également la possibilité de faire du prépayé, parce que le prépayé en Afrique, c'est vraiment une tendance très importante. On la voit dans la téléphonie, mais elle est tout à fait transposable, en l'occurrence là, dans l'électricité. Ça permet, pour éviter ces problèmes de paiement, de recouvrement, de mettre en place des systèmes dans lesquels on précharge le compteur avec un nombre de kilowattheures à consommer et on le gère comme ça, avec pas de souci de recouvrement derrière. Et tout ça, bien sûr, se fait avec des paiements via le mobile. Voilà. Donc, voilà encore un exemple d'initiative menée en Côte d'Ivoire. Au Kenya, on a parlé de microgrid tout à l'heure. Il y a une initiative de commercialisation de kits solaires depuis 2012. Donc, il y a 225 000 habitats qui ont déjà été connectés. C'est des kits. Donc, c'est des panneaux solaires qui font quelques centimètres carrés ou quelques mètres carrés et qui permettent d'équiper un domicile avec suffisamment de puissance pour alimenter un frigo, quelques ampoules et de quoi faire les recharges de téléphones ou d'équipements électroniques. Et enfin, un dernier exemple, au Mozambique, dans la gestion des déchets, ça c'est un cas dont on a parlé tout à l'heure, une application qui permet pour la collecte des déchets solides. Donc, c'est une application où même via un simple téléphone et SMS, d'indiquer aux délégataires de service que la poubelle numéro un tel est arrivée, enfin, elle est pleine et qu'il faut faire la collecte. Donc, ça permet de remonter cette demande d'intervention et au niveau central du délégataire, de programmer l'intervention pour venir collecter ça le soir même ou le lendemain. Ça permet aussi de détecter quand il y a des problèmes d'insalubrité, de les déclarer et de demander une intervention. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment quelques idées vraiment nombre très restreint
Il y a beaucoup plus d'initiatives que ça. Je suis certain que vous-même, vous avez dû en constater. Mais voilà, l'idée derrière, c'est de dire qu'il y a déjà des choses qui commencent à être faites en Afrique et depuis déjà un petit peu. L'autre idée derrière, c'est attention, il n'y a pas d'approche plug and play. Il n'y a pas d'approche qui marche pour tout le monde. C'est au cas par cas. Le smart city et le digital en général, c'est vraiment une question de use case, une question de sur-mesure. C'est chaque pays, chaque ville, voire même chaque quartier qui a ses problématiques, ses besoins et qui a ses solutions adaptées. La solution que vous allez mettre en place, ou le use case que vous allez mettre en place dans un quartier aisé d'une grande ville africaine n'a absolument rien à voir peut-être avec le besoin ou l'usage qui va en être fait dans un autre quartier, plus de classe moyenne ou de quartier populaire ou de zone un peu plus rurale. Donc, attention aux approches qui consistent à venir faire des copier-coller. Donc, derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réfléchir aux approches de concept et d'idéation. Donc, il y a 3 éléments très rapidement parce que je vois qu'on est déjà à 55. Un, l'utilisation des techniques d'idéation et de design thinking. Je pense que vous avez déjà dû en entendre parler, voire les pratiquer. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à les regarder. C'est au cœur de toutes les démarches d'innovation digitale aujourd'hui. Deuxièmement, l'open innovation. Donc, ça veut dire que l'innovation ne se fait pas tout seul dans son coin. L'innovation se fait en groupe, dans des écosystèmes, avec des facultés, des universités, des centres de recherche, des laboratoires, avec des partenariats aussi avec des startups. Et le troisième élément important, c'est le partenariat avec le privé. Comme on l'a vu, les projets de Smart City peuvent être lourds, peuvent être parfois pas coûteux, mais parfois coûteux, mais surtout, ils requièrent de la technicité en termes de transport, en termes d'eau, en termes d'assainissement, en termes d'électricité. Donc ça, c'est important que le privé, dont c'est l'expertise, dont c'est le métier, soit impliqué dans ces projets-là, dans le cadre de partenariats public-privé, avec des modalités soit dans les phases de R&D, soit dans les phases d'industrialisation. On n'a pas le temps de trop s'appesantir là-dessus, mais les approches sont différentes selon qu'on est au moment de la conception ou au moment du déploiement du projet. Voilà pour ce qui est des spécificités africaines. Je finis rapidement et puis après on verra prendre quelques questions. Sur Inetom. Alors, Inetom est un acteur important de l'écosystème Smart City. Dans ce graphique, vous avez représenté les typologies d'acteurs qui interviennent dans Smart City. Donc, vous avez des intégrateurs dits intégrés verticalement, donc qui ont la capacité de traiter un grand nombre de thématiques liées au Smart City. Vous avez les noms qui sont intégrés ici. Vous avez les diversifiés qui arrivent à adresser plusieurs thématiques et qui sont en général en contact avec les collectivités et avec les usagers. Vous avez les experts qui sont des acteurs de niche sur certaines problématiques très particulières. Et vous avez les acteurs technologiques qui sont généralement plutôt en back-office. Donc, nous, on n'est pas en contact avec les usagers directement, mais on l'est via les collectivités et via les partenariats avec le public privé. Et dans ces acteurs technologiques, on retrouve Inetom parmi d'autres qui sont des acteurs vraiment de référence dans ce domaine-là. Donc, Inetom, on intervient aussi bien dans la partie stratégique que dans la partie mise en œuvre. Donc, la partie stratégique, c'est ce que vous voyez ici à gauche. Pour faire très simple, je vais aller vite parce qu'on n'a plus le temps. Mais on intervient dans le conseil aux collectivités sur plusieurs problématiques. Je vais en citer 2 principalement. La première, c'est le BIM, le Building Information Modeling, qui est la technique d'hypervision. On l'a vu tout à l'heure dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Là, c'est dans le domaine du building, donc de la construction, qui permet d'avoir des bâtiments intelligents, de concevoir des bâtiments intelligents, pour faire simple. Une deuxième offre de conception, c'est l'offre Check My City, qui est une approche de diagnostic de maturité des collectivités. Donc ça, c'est un travail dans lequel des consultants ont des outils avec des questionnaires qui sont composés de plus de 300 questions sur 18 thématiques, avec une vision 360 sur l'ensemble des problématiques qui permettent, je parlais d'idéation tout à l'heure, qui permettent de diagnostiquer et de trouver les idées ou les use cases qui répondent le mieux aux problématiques d'une collectivité. Ça, c'est pour la partie accompagnement dans la réflexion stratégique. Dans l'accompagnement à la mise en œuvre, Inetom a plusieurs solutions qui sont déjà développées et déployées auprès de clients.
Nous avons Inetum Public CRM qui gère la relation avec les administrés, Inetum City Hub qui permet de faire de l'information en temps réel des citoyens, Inetum Connecticité qui est une plateforme SaaS qu'on a développée avec Orange et qui permet via un portail citoyen, un portail élu, un portail agent de gérer un peu des workflows sur différentes tâches administratives des collectivités. Inetum Paygas qui est un portail web de gestion des transports scolaires et des modalités de paiement et de facturation. Et enfin, last but not least, Kinaï Alert. Alors, Kinaï Alert, c'est une plateforme de cybersécurité. Comme vous le savez, le digital aujourd'hui présente un risque qui est la cybersécurité. Et pour ça, il y a des outils qui permettent de sécuriser ces plateformes-là et d'éviter les intrusions ou les risques digitaux de cyberattaque. Voilà, je finirai avec quelques références. Bon, je ne vais pas les présenter, on en a déjà cité une tout à l'heure, mais sachez que Inetum a travaillé pour plusieurs villes en France, donc Nîmes, Sophia Antipolis, Belfort, en Europe, Barcelone, Milan, Helsinki, et également à l'international, notamment nous avons accompagné les villes de Cancun et d'Alger sur des solutions intelligentes de gestion et de distribution d'eau potable. Toutes ces choses-là sont sur le site d'Inetum, ou si vous avez besoin, je pourrais vous apporter plus de précisions sur ces sujets-là. Voilà. Il est 17h pile, alors on a un peu débordé. Si vous avez encore des questions, nous allons les prendre. Quel est le taux de succès de ces initiatives africaines? Quels ont été les enjeux? C'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'on a peu de retours sur les bilans de ces expériences-là. Alors, de notre analyse, et c'est tout à fait normal quand ce sont des technologies qui sont au démarrage, ce sont des projets qui sont pour beaucoup sur des phases de POC ou des phases d'expérimentation. Voilà. Donc, il y a des exemples de généralisation. On a parlé du portail d'administration du Rwanda tout à l'heure. On a parlé de la commercialisation des kits solaires où c'est 250 000 habitations. Donc, ça, c'est plus du POC. Là, on est vraiment dans une échelle industrielle. Mais effectivement, une bonne part de ces projets sont des projets qui passent par des POC ou des expérimentations. Mais ça, c'est tout à fait normal. Dans les approches digitales, c'est des démarches, on va dire, agiles. C'est des démarches dans lesquelles il faut toujours tester un concept, voir ce que ça donne, test and learn. On voit ce qui se passe, on apprend. Si ça marche bien, tant mieux. Si ça marche moins bien, on en tire des leçons et on avance pour reconduire ces expériences ou les faire différemment pour faire mieux la fois suivante. Est-ce que vous connaissez le coût de Smart Grid d'ici? Alors ça, Farah, je crois que tu avais le budget. 2 millions d'euros, mais ça prend une partie des infrastructures, vu qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures offertes, notamment les batteries par Renault, c'est ça, Atman? Tout à fait. En fait, Voilà. alors ici, c'est un projet vraiment fait dans un écosystème et en collaboratif. Donc, il y a plusieurs entreprises, je ne vais pas les citer, mais des entreprises internationales qui ont contribué, entre guillemets, en nature, c'est-à-dire soit en équipement apporté en propre, soit via de la matière grise non facturée. Donc, quand on parle de quelques millions d'euros, c'est uniquement le coût de l'équipement qui a été vraiment acheté. Mais il y a des coûts cachés, des investissements cachés qui ne font pas partie de ces investissements-là. C'est pour ça que si on parle de 2 millions d'euros, ce n'est pas véritablement représentatif de cet investissement. Mais par contre, la leçon derrière, c'est que ces expériences-là, pour marcher, il faut que chacun y mette du sien. Voilà, ce sont des projets citoyens quelque part, et c'est important que les entreprises, les citoyens, que chacun y contribue selon ses moyens et selon ses compétences, au-delà de simplement faire un business plan entre guillemets et le lancer. Après, pour la question sur la comparaison par rapport à un grid traditionnel, je n'ai pas cette information, mais l'idée est que le retour sur investissement se fait plutôt sur le long terme, en termes de réduction des consommations, en termes déjà de réduction d'impact écologique de l'énergie, qui, in fine, aura un impact sur tout ce qui est dépollution, tout ce qui est même maladie, même amélioration des conditions de vie. Donc, c'est un retour sur investissement qui n'est pas forcément financier et qui n'est pas forcément sur le court terme. Mais il y a des études qui ont prouvé qu'effectivement, le recours à de l'énergie renouvelable est rentabilisé très, très rapidement.
Très bien. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, là, je vois quand même vos coordonnées. On va vous envoyer nos coordonnées, effectivement, nos emails. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Je vais vous les envoyer dans la chat room. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que voilà, on a débordé de 4 minutes. On va vous remercier beaucoup de votre participation. On a vraiment été heureux d'animer cet Open Training. Et puis, on espère peut-être vous revoir prochainement sur d'autres sujets. Voilà, et à très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt.